Laurent Lebon m'a proposé de parler assez rapidement, mais d'évoquer en tout cas avec vous aujourd'hui, dans ce cadre des 24 heures Picasso, un projet que le Musée d'Art moderne de Paris, de la ville de Paris, prépare pour le printemps de 2024, qui sera une grande exposition sur la thématique du bateau lavoir, de Picasso et le bateau lavoir. Alors je ne vais pas parler précisément du projet, parce qu'il y a pour ça deux commissaires qui travaillent et qui sont pleinement investis dans ce projet, qui sont Cécile Godefroy, que j'ai vue, et Jacqueline Minck, conservatrice au musée. Elle travaille sur ce projet avec des listes très importantes, parce que c'est une période qui, pour Picasso, est une période extrêmement riche, puisqu'il s'y est installé en 1904 jusqu'en 1908. Il est revenu ensuite à la fin de 1910 jusqu'en 1911. Et ce qui m'intéressait d'évoquer avec vous, c'était plutôt non pas ce que sera l'exposition, que vous verrez, et qui je pense sera grandiose, mais deux personnes qui ont été proches de Picasso. L'une qui est Max Jacob, qui est alors Picasso en 1908, donc à l'époque du bateau lavoir, qui ressemble déjà au Picasso que l'on connaîtra par la suite. Photographie qui est dans les collections du musée Picasso. Et quelque chose qui a été à l'origine, disons, de ce projet, au-delà de Max Jacob, et qui est aussi proche, qui est aussi lié à Max Jacob, qui est à la fois le portrait de Fernand de 1906, tête de Fernand de 1906, et l'enterrement à Casagemas, qui pour le musée d'art moderne est un peu l'œuvre inaugurale, chronologiquement, enfin c'est un chef-d'œuvre, mais c'est aussi l'œuvre donnée par Ambroise Vollard, qui ouvre la collection, puisque c'est l'œuvre la plus ancienne des collections du musée d'art moderne. Et Picasso, comme on le sait, est arrivé à Paris dans la constellation de la colonie espagnole, extrêmement active et présente, dont Picasso est très proche. Tout à l'heure, j'évoquais avec Emmanuel Guigon. Emmanuel Guigon me disait à quel point il avait été proche, était resté proche de tous ses amis artistes, écrivains et intellectuels espagnols. Et Casagemas, comme vous le savez, a été cet ami peintre qui s'est suicidé à 21 ans pour une histoire par dépit amoureux. Et voici donc le bateau lavoir tel qu'il était dans les années 50. Il était relativement peu changé, et ce nom de bateau lavoir a été donné au lieu par Max Jacob, donc qui est de toute la vie de Picasso son meilleur ami, enfin qui restera, même s'ils sont éloignés à partir des années 20, et de l'arrivée d'Olga et du départ de Max Jacob, le retrait de Max Jacob dans un monastère. Max Jacob sera en fait l'amitié la plus forte, la plus étroite de Picasso des années 1901, pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, et malgré la mort tragique qu'on sait de Max Jacob. Alors le bateau lavoir est un lieu qui commence à être loué à partir de 1885 à un prix extrêmement dérisoire, c'est-à-dire c'est pour quelques l'équivalent d'aujourd'hui, ça serait quelques centaines d'euros. Un artiste peut avoir un atelier. Il y a dans cet endroit à peu près 25 ateliers où les artistes s'installent. Ce sont des artistes très démunis. Et on y entre par une façade qui est à l'étage, qui est au dernier étage, au deuxième étage. Et l'endroit, comme on le voit ici, dans les années 60, l'endroit est 3 étages donc, qui sont distribués sur un jardin. C'est un lieu assez très rustre, très rudimentaire. Il fuit tout le temps. Il y a un grand couloir qui dessert les différents étages. Et ce grand couloir fait penser à un paquebot et fait penser aussi à un bateau lavoir. Et j'ai eu la curiosité de regarder ce qu'était en fait un bateau lavoir et de voir que ces objets qu'on a oubliés étaient évidemment très présents jusqu'à peu près la Première Guerre mondiale et servaient à faire la lessive à une époque où la lessive se faisait avec de la cendre.
où le savon était encore très rare et très peu utilisé, et permettait en fait de laver par des processus extrêmement longs. On mettait parfois 3 jours, enfin une bonne lessive se faisait sur 3 jours, et permettait donc de rincer la lessive, de la laver, de la rincer par des processus successifs depuis ces bateaux lavoirs qui avaient l'avantage de donner directement sur le cours d'eau. Ce qui est intéressant, c'est que ce processus de bateau lavoir, donc ce nom qui était donné par Max Jacob, évoque assez précisément, est une pratique qui a été non seulement oubliée aujourd'hui, mais qui était extraordinairement sophistiquée. Il y avait des cendres précis, il y avait des rituels précis, il y avait une manière tout à fait savante, disons, de faire la lessive. Il y avait 3 phases. Il y avait une première phase qu'on appelait l'enfer, qui était la phase où la lessive arrivait très sale. Une deuxième phase où on commençait après rinçage à la rendre propre, et qui s'appelait le purgatoire, et une troisième phase où elle devenait blanche, qui s'appelait le paradis. Et c'est assez intéressant quand on se souvient que Max Jacob est quand même l'auteur du Cabinet noir, qui est cette espèce de chef-d'œuvre de l'empathie, c'est-à-dire on s'aperçoit à quel point Max Jacob savait, observait et connaissait, je dirais, le fonctionnement intérieur de toutes les personnes qu'il croisait et arrivait à restituer la psychologie intérieure, la manière dont les gens vivaient, ce qu'ils faisaient, très attentif aussi à toutes les classes de la société. Et je me dis que ce nom de bateau lavoir ne devait pas être totalement, devait être plein de sous-entendus sur la manière dont les artistes y travaillaient et parvenaient à transformer, disons, leur œuvre, leur art, en quelque chose qui touchait, et c'est évidemment très proche de l'esprit de Max Jacob, au mysticisme. Alors ici, le portrait de Max Jacob qui est à Aix-la-Chapelle, qui est un portrait qui a illustré le catalogue de l'exposition de 1994 qui a eu lieu au musée Picasso sur Max Jacob et Picasso, qui est un catalogue absolument majeur et de référence sur cette amitié et sur cette longue relation. Et Max Jacob a cette tête de Max Jacob, et sans doute le portrait de Max Jacob, enfin le visage de Max Jacob a servi de première esquisse pour le marin qui figurait dans la première version des Demoiselles d'Avignon. Et ces Demoiselles d'Avignon sont évidemment le tableau le plus important que Picasso réalise au bateau lavoir, pratiquement pendant toute l'année 1907, et qu'il fait en discussion, en dialogue avec Max Jacob. Et un peu plus tôt, cette autre œuvre qui appartient au Musée d'Art moderne, qui est Le Fou, et qui a pour particularité, donc qui est une sculpture qui est relativement figurative, qui sort de la période bleue et de la période rose, et qui a pour particularité d'avoir, d'après tous les témoins et d'après Picasso lui-même, d'avoir gardé le sourire de Max Jacob, ce sourire un peu ironique. Et cette présence de Max Jacob est très importante pour Picasso. C'est lui qui baptise donc le bateau lavoir, c'est lui qui l'accompagne dans à la fois la construction du primitivisme, puisqu'en fait on considère aujourd'hui que les Demoiselles d'Avignon ne sont pas le premier tableau cubiste, mais sont le dernier tableau primitiviste de Picasso, et qui permet une transition, qui est une transition très importante dans l'œuvre de Picasso, qui est le passage du primitivisme au cubisme. Ici un autre portrait plus tardif dans l'atelier de Picasso, plus tard dans le boulevard de Clichy, après le départ de Picasso du bateau lavoir, aussi présente dans les collections du musée Picasso. Et ici, un tableau qui est aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, qui avait été acheté par les Stein et revendu au moment de leur divorce à Stückin, qui sont les 3 femmes, dont on voit ici une photographie de Picasso très abîmée, ou un négatif plutôt de Picasso, polarisé, et qui permet de voir ce qu'a été finalement pendant toute l'année 1908 le tableau présent dans l'atelier de Picasso, qui est donc ces 3 femmes qu'on revoit ici avec Dolly Van Dongen, donc la fille de Kees Van Dongen, qui était un autre locataire du bateau lavoir. En même temps, alors ils se sont succédés, ils se sont croisés, mais parmi les artistes les plus importants qui ont été présents au bateau lavoir, il y avait Georges Braque, Juan Gris, Modigliani, Van Dongen dont je parlais, et Constantin Brancusi. Parmi les noms les plus célèbres. En tout cas, c'était véritablement une ruche très active où tout le monde se croisait, tout le monde échangeait des idées et passait d'un atelier à l'autre, puisqu'en fait, il y avait, alors c'était une autre raison du nom du bateau lavoir, c'est que le lieu n'avait qu'un seul point d'eau et tout le monde, pour se laver, allait au même endroit, de la manière dont les lavandières allaient faire leur lessive d'un seul côté du bateau.
Et voici donc le tableau, très grand chef-d'œuvre, et qui est le tableau qui, en 1908, occupe pratiquement pendant toute l'année Picasso, et qui est ce passage, l'invention de ces formes plus carrées, plus cubiques, qui vont ouvrir le cubisme, et qui sont un tableau qui est moins grand que les Demoiselles d'Avignon, qui fait 2 mètres sur 1,80 m à peu près, 1,78 m, et qui est le tableau qui permet, après les Demoiselles d'Avignon, d'aborder pleinement la phase cubiste et toute la suite de l'œuvre. C'est un tableau dont on trouve déjà, on retrouvera très vite les éléments dans la sculpture, avec ici cette tête de Fernande. Alors, Fernande, je rappelle, il la rencontre au moment où il arrive, puisqu'elle est en fait la compagne d'un autre artiste, mais devient très vite la compagne de Picasso. Et le bateau Lavoir sont aussi les années de Fernande, qui sera un autre sujet du jubilé Picasso en 2023 et 2024, et qui est une autre vision, disons un autre regard sur cette période. C'est d'ailleurs elle qui a écrit peut-être le témoignage avec Max Jacob le plus précis sur cette période, et qui raconte en fait les rencontres entre les artistes et la manière dont ils se croisaient, dont ils se voyaient et se croisaient. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ces espèces d'éléments, ces quartiers d'orange qui ont l'air de pousser sur la tête de Fernande, et qu'on retrouve ici dans ce tableau, et qui est cette déconstruction de la forme, qui est une tentative extrêmement expérimentale, et qui déconcerte évidemment beaucoup les personnes qui sont autour de lui. Et ce que je trouvais intéressant, et c'est une coïncidence, et ce qui, dans le fond, souterrainement, est l'objet, la raison d'être de mon intérêt peut-être pour le bateau, mon intérêt certain pour le bateau Lavoir, une chose qui y a participé, c'est l'arrivée au début de l'été 1908 d'un artiste allemand à Paris, qui est Otto Freundlich, qui est né en 1878, qui est un artiste qui est venu à Paris passionné par l'art contemporain, l'art le plus actuel, et qui est un des artistes les plus radicaux et les plus créatifs de cette période avant-guerre, et le restera aussi d'après-guerre. Et Freundlich arrive, donc le jeune Freundlich arrive à Paris, ne parle pas un mot de français. Picasso parle très mal le français. Ils se croisent tout de suite au moment où Freundlich arrive au bateau Lavoir, qui lui a été indiqué par Wilhelm Hude, donc le marchand, lui indique qu'il faut qu'il aille voir Picasso et voir s'il peut trouver un atelier. Et par un hasard assez triste, un des artistes allemands d'ailleurs vient de se suicider et laisse son atelier libre. Et Freundlich occupe l'atelier à côté de Picasso, qui est juste à côté de Picasso. Cet artiste s'appelle Weigel, et dans ces circonstances dramatiques, Freundlich arrive et se lie d'amitié avec Picasso. Et Picasso sera pour Freundlich, pendant toute sa vie, certainement la référence la plus importante. Ils échangeront, ils passeront beaucoup de temps. D'emblée, quand il arrive, Picasso l'invite à aller boire un verre. Freundlich s'en souviendra toute sa vie, et ils resteront. Freundlich restera dans le bateau Lavoir de 1908 jusqu'en 1910, et un peu plus longtemps que Picasso, qui reviendra par la suite, mais ils resteront en lien. Alors pourquoi ça me paraît si important, c'est qu'en fait Freundlich est un artiste qui est, comme Picasso, extrêmement engagé politiquement. On oublie que Picasso a été, dès cette époque, quelqu'un qui avait des engagements politiques extrêmement forts. Il était très hostile à la politique de Clemenceau, qui était un politicien très brutal, dont les faits les plus qu'on a oubliés, mais qui ont beaucoup choqué l'opinion, c'est qu'il faisait tirer sur les grévistes. Et Picasso était, comme beaucoup d'artistes anarchistes ou proches du mouvement anarchiste, était révolté par cette époque, et avait aussi dans son art une vision extrêmement politisée, qui était aussi le cas de Freundlich. Et Freundlich avait cette vision d'extrême gauche, en quelque sorte, d'un art qui était un art qui devait être accessible à tous, qui devait reconstruire le monde, pour lequel la référence au primitivisme puis au cubisme était une manière de sortir, disons, de la civilisation. Le cubisme étant là aussi quelque chose comme une manière même de sortir du primitivisme, c'est-à-dire de s'éloigner d'une vision qui aurait pu être récupérée, disons, pour des raisons d'exotisme par le goût commun.
Et Freundlich peint, quelques mois après avoir quitté le bateau Lavoir, un tableau qui là aussi me lie enfin, en tout cas tisse mon intérêt pour le bateau Lavoir, qui est un tableau que le Musée d'art moderne de la ville de Paris a pu acquérir en 2014, qui est en fait un grand tableau d'Otto Freundlich, peint donc en 1911, et qui est en fait qui fait partie des tout premiers tableaux de l'abstraction. C'est un tableau qui a 2 mètres sur 2 mètres, et pendant longtemps j'ai cru que ce tableau était en fait une sorte de réponse, disons, à la fois humble et dévouée de Freundlich aux Demoiselles d'Avignon, et en fait je pense bien davantage que c'est une réponse aux 3 femmes que Freundlich a forcément vues dans l'atelier, puisque c'était en fait le tableau qui recouvrait d'ailleurs, qui cachait en partie les Demoiselles d'Avignon, et sur lequel Picasso a travaillé pendant toute cette année 1908. Et ce tableau est un tableau qui se situe très nettement du côté de l'abstraction, et qui est donc un très grand tableau, un tableau qui a miraculeusement survécu, puisque Freundlich, comme vous le savez sans doute, a par la suite été particulièrement maltraité par l'histoire, puisqu'il a été, quand les nazis sont arrivés au pouvoir en 1933, 14 de ses œuvres majeures ont été sorties des musées allemands et détruites, et l'œuvre à l'époque n'avait aucune qualité commerciale, si on peut dire. Et ce tableau a été présenté très vite avec Picasso dans la grande exposition d'art contemporain qui a eu lieu en 1912 à Amsterdam, dans le Künstlerring. Et c'est là qu'un collectionneur belge a pu l'acheter, ce qui l'a sauvé en fait des griffes, à la fois la destruction par l'histoire, de l'oubli, la destruction, la perte et de la destruction par les nazis. Et ce tableau est intéressant parce qu'il est une mise en évidence des théories artistiques, mais qui sont aussi des théories politiques, que Freundlich développe à partir de cette époque et développe en relation avec Picasso, qui est une sorte d'accès à l'abstraction, de développement de l'abstraction à travers la politique. C'est-à-dire on savait que l'abstraction pouvait venir, disons, du mysticisme, pouvait venir d'observation de la nature, mais il y a chez Freundlich quelque chose qui est plus important et qui vient sans doute de son dialogue avec Picasso, qui est que le fait que chacun des éléments, que les éléments qui sont dans le tableau sont... J'essaie de faire marcher... Voilà. Que les éléments qui sont là, par exemple, et les éléments qui sont de tous côtés, sont des éléments qui se trouvent tous sur le même plan. Et cette uniformité de plan n'est pas une uniformité formaliste, c'est-à-dire ce n'est pas seulement une uniformité formaliste, ou ça l'est sans doute en dernier lieu, c'est une uniformité politique, c'est-à-dire c'est une manière de déhiérarchiser dans le tableau les différentes valeurs et de faire un tableau où le fond et la figure sont au même niveau. Et ça répond dans l'esprit de Freundlich, qui est aussi un théoricien extrêmement aguerri, qui publiera beaucoup de textes sur l'art, à une vision cosmique de l'univers où l'homme est totalement intégré dans un univers où l'homme s'intègre pleinement aux autres hommes, aux autres individus, et crée et participe pleinement au cosmos. C'est-à-dire que ce que j'ai pu appeler les quartiers d'orange chez Picasso sont transformés chez Freundlich dans quelque chose qui sont des sortes de demi-lunes, qui sont très allongées et qui travaillent les unes par rapport aux autres sur un plan qui n'est plus ni à l'avant ni à l'arrière et qui est une sorte de all-over particulier, mais qui a une volonté absolument politique. Et ce tableau, en fait, vient d'un dessin préparatoire qu'il a fait un peu avant et qui s'appelle Groupe, en allemand, enfin Groupe en français, et dont le sujet est un sujet politique de manière extrêmement élémentaire, puisqu'il s'agit de l'entraide, la manière dont les hommes s'aident les uns les autres, permettent de se sortir de terre et en quelque sorte de ressusciter. On est dans une sorte de vision à la fois mystique et politique, où l'humanité est une humanité dont la fonction est de s'entraider pour arriver à une sorte d'état supérieur, et un état supérieur qui se manifeste in fine par une sorte d'uniformité des plans, où il n'y a plus de hiérarchie, où il n'y a plus de classe entre les personnes, il n'y a plus de différence, où chacun est parfaitement avec l'autre et dans un cosmos avec lequel il vit en harmonie. C'est en fait l'œuvre qui développera à partir de cette année dans une vision qui est une vision assez
qui peut paraître naïve, qui peut paraître assez extatique et dans une sorte de béatitude de l'art, mais qui était réellement la personnalité de Freundlich, qui est néanmoins extrêmement actif dans tout ce qu'il entreprend, qui en 1914 doit rentrer en Allemagne puisqu'il participe, il est obligé de s'engager, de participer à la guerre. Il reviendra beaucoup plus tard en 1925 en France, mais entre les années 1918 et 1925, il participe très activement à la fondation du mouvement Dada, dont il est un des fondateurs, et aux différents groupes d'extrême gauche, comme le November Group, aux côtés de Bargeld ou de Anna Hösch. Il travaillera vraiment, disons, aux côtés de Walden aussi, à un art d'avant-garde extrêmement engagé et actif. Et donc cette transformation, disons, aux côtés de Picasso, peut-être beaucoup plus politique et beaucoup plus lisible, et c'est aussi quelqu'un qui s'engage politiquement très, très, très fortement, et je pense que cette rencontre se fait avec Picasso au Bateau Lavoir et produit donc ses œuvres. Alors ici, nous avons en 1923 un autoportrait, la reproduction n'est pas très bonne, et on retrouve une sorte d'application de cette théorie, de cet autoportrait où les différents éléments se combinent, comme on a pu le voir, avec simplement, disons, les yeux et la bouche qui permettent encore de distinguer une figure. Mais pour Freundlich, l'important n'est pas tellement le fait que ce soit abstrait, c'est-à-dire que l'abstraction est un résultat d'une vision, mais ce n'est pas la finalité. C'est-à-dire il passera d'ailleurs sans arrêt, jusque dans la fin des années 20, de la figuration à l'abstraction, sans qu'il fasse réellement, sans qu'il ait vraiment sans qu'il s'attache à la notion d'abstraction, comme on le fera beaucoup plus tard dans les années 50. Et ici, donc, une composition plus tardive de 1930, où on voit aussi ces différents éléments, aucun élément n'est semblable, et ces différents éléments se construisent les uns les autres comme des briques, mais des briques dissemblables, et qui ont aussi pour fonction de créer une sorte de surface très, très rugueuse, un peu particulière, qui est une recherche particulière. Très particulière et tout à fait spécifique à Freundlich, et que Picasso, d'ailleurs, dans les années de Bateau Lavoir, reconnaît comme étant tout à fait original. Picasso et Freundlich s'admirent mutuellement, et Picasso reconnaît chez Freundlich quelque chose que lui n'essaye, en direction dans laquelle il ne va pas, mais qu'il trouve intéressant parce qu'il voit bien que c'est une peinture qui essaie d'aller vers quelque chose qui est, alors je reviens un peu en arrière, qui est une peinture qui est beaucoup plus abstraite au sens psychologique du terme, disons beaucoup plus dépsychologisée que la peinture qu'il fait, en tout cas bien davantage que bien moins que l'étaient les Demoiselles d'Avignon, et presque aussi plus anti-psychologique encore que l'étaient les trois femmes, que sont les trois femmes de Picasso. Alors, Freundlich, qui est relativement inconnu, qui vit à Paris, continue lui à vivre dans une misère complète, il ne rencontre pas Vollard. Vollard ne s'intéresse pas à son œuvre. Salmon n'en parle pas dans ses mémoires de cette époque. Il est à peine évoqué, pourtant il est très présent. C'est un personnage qui semble très original et il paraît aussi peu engagé sur la scène française qu'il est très engagé avant et après-guerre sur la scène allemande. Et il revient sur la scène française de manière assez tragique, avec en fait l'exposition en 1937 à Munich et dans d'autres grandes villes allemandes sur l'art dégénéré, où une sculpture de lui, parce qu'il est à la fois peintre et sculpteur, fait la couverture du guide de l'exposition de l'art dégénéré, qui est d'ailleurs une vision assez, comme toute l'exposition, particulièrement malveillante, puisque la sculpture est déformée par l'éclairage, transformée. C'est une sculpture qui a disparu et qui s'appelle, dont le titre de travail, le titre de Freundlich, c'est la grosse Kopf, la grande tête, mais que les nazis ont baptisé par ironie Das neue Mensch, le nouvel homme, ce qui n'a jamais été le propos de Freundlich, ne cherchant pas à créer une nouvelle humanité. Et enfin, c'était Das neue Mensch étant évidemment pour les nazis le nouvel homme que l'art contemporain, enfin l'art moderne, l'art dégénéré, cherchait à inventer. Et cette célébrité négative, en tout cas, fait que Freundlich redevient un artiste majeur dans les années importantes dans la scène artistique française et européenne dans les années 30. Il parvient à survivre un peu grâce au soutien de ses amis artistes. On lui achète
pour le musée du jeu de paume, qui est le musée des écoles étrangères, un tableau par souscription, qui est l'hommage au peuple de couleur. Et il arrive à peu près à survivre jusqu'à ce qu'éclate la guerre, jusqu'en septembre 1939, où en tant que citoyen allemand, il est arrêté, mis en camp par les autorités françaises. Et quand les nazis arrivent, quand les Allemands arrivent à Paris en juin 1940, il s'enfuit, il se cache avec sa femme, et sa femme, qui reste à Paris avant que lui ne parte, demande en fait à Picasso s'ils peuvent l'aider. Picasso les aide. Et Picasso, comme avec Max Jacob, tout au long de la vie de Max Jacob, est extrêmement engagé, le soutient financièrement, paye même le loyer de l'atelier de Freundlich dans le 14e arrondissement, rue d'Enfer-Rochereau, pour que pendant son absence, leur absence, les œuvres qui sont dans l'atelier ne soient pas détruites. Et malheureusement, ça ne sert à rien, puisque Freundlich, malgré sa correspondance et malgré sa proximité avec Picasso, qui évidemment n'est pas d'une très grande aide, comme il ne sera pas d'une très grande aide pour Max Jacob, Freundlich est arrêté sur dénonciation, il se réfugie près de Perpignan, à Saint-Martin-le-Fenouillet, et suite à une tentative d'attentat contre les officiers allemands, il est arrêté et envoyé en camp de concentration, et il meurt le 4 mars 1943, enfin il est mentionné comme mort le jour de son arrivée au camp de Majdanek-Sobibor, sans doute gazé à son arrivée. Et c'est une histoire tragique qui a une répercussion curieuse dans l'œuvre de Picasso et dans la vie de Picasso, puisque un an plus tard, au jour près, c'est-à-dire le 5 mars 1944, c'est le jour où Max Jacob meurt à Drancy après son arrestation, et malgré toutes les interventions, et malgré le fait qu'on a essayé de remuer ciel et terre, mais Max Jacob est arrêté fin février 1944, il est transféré à Drancy et il attrape une infection des poumons et meurt en 5 jours. Et cette double histoire tragique, finalement, et cette double vie, enfin, de deux personnalités, je pense, deux très grands artistes, Max Jacob et Otto Freundlich autour de Picasso, et je trouve une histoire assez extraordinaire, une sorte de vie parallèle, deux personnalités qui étaient des sortes de saints dans leur existence, de saints laïcs, et qui ont construit des œuvres en parallèle autour de Picasso et du bateau Lavoir. Donc, mon évocation de ce sujet, je tenais à la faire à travers ces deux personnalités que je trouve particulièrement majeures dans la vie de Picasso, dans l'histoire de l'abstraction, enfin, du cubisme et de l'abstraction, même si le terme paraît aujourd'hui peut-être un petit peu dépassé. Mais en tout cas, c'est un sujet que je trouve intéressant et qui reste à explorer, parce que l'œuvre de Freundlich reste peu connue en France, malgré l'exposition qui avait été faite l'an dernier par Saskia Homs, et que peu de personnes ont vu en raison de la pandémie au musée de Montmartre. Et vous pouvez aussi vous référer pour la relation entre Picasso et Freundlich au catalogue de cette exposition, et particulièrement au texte de Stéphanie Molins, qui a fait une étude sur les relations, l'amitié très importante entre les deux artistes. Et pour l'amitié entre Max Jacob et Picasso, je vous conseille vivement de consulter le catalogue de l'exposition Max Jacob et Picasso de 1994 au musée Picasso. Voilà. Merci pour votre attention.